Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première soirée après les deux soirées de rentrée littéraire. Première soirée avec des auteurs pour cette rencontre. On est donc en présence de Marila Chimichkova, qui ont donc écrit Madame Mort a disparu aux éditions Agulot, qui a été traduit par Marie Furman-Bouvard. Et ce soir, on a la chance d'avoir une interprète, Dieu merci, Bonsoir. Agnieszka Zouk, qui va donc traduire les propos des deux auteurs, Jacek Denel et Piotr Tarczynski, dont on parlera évidemment juste après. Mais on va commencer par Nadège Agulot, qui est là, qui est l'éditrice des deux auteurs. J'aimerais savoir, Nadège, comment tu as découvert déjà ces deux auteurs qui publient donc leur premier roman en duo, puisque Jacek Denel a déjà publié deux livres plutôt, chez Noir sur Blanc. Pour le coup, comment est venue cette découverte-là par rapport à ces deux auteurs? Bonsoir à tous et merci d'être là pour découvrir voilà, notre duo de choc, notre nouveau duo de choc polonais. Alors en fait, moi, ma façon de trouver des livres, j'aime beaucoup communiquer avec les centres nationaux des livres qui peuvent me donner une vision un peu plus complète de ce qui se passe dans un marché du livre étranger. Au-delà, si vous voulez, quand vous rencontrez un éditeur qui va vous présenter son catalogue, et voilà, vous aurez vision de son catalogue et c'est tout. Les centres nationaux des livres, eux, ont une vision un peu plus complète de ce qui se passe à un moment donné dans le secteur du livre dans leur pays. Et en fait, c'est d'abord une dame là qui était super, qui ne travaille plus maintenant, qui s'appelle aussi Agnieszka, qui m'avait parlé du travail de Piotr et Jacek. C'était un moment où on avait déjà un autre auteur polonais dans notre catalogue, Wojciech Śmierlaz. Et pour nous, ça faisait peut-être trop de publier deux plumes polonaises dans le genre du polar sur une même année, vu qu'on publie maximum 10 titres par an. Et du coup, j'ai regardé pendant 5 ans leur travail. J'ai vu qu'ils publiaient un deuxième livre, un troisième livre. Ensuite, ils ont été assez rapidement traduits en anglais aux États-Unis et en Angleterre, ce qui m'a permis aussi de lire le texte en entier. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça. Et donc, on a signé les deux premiers romans il y a à peu près 2 ans, on va dire. Et donc, il y en a d'autres qui vont arriver, hein, puisque c'est une série qui va s'étendre sur plusieurs décennies. Ils vont vous raconter mieux que moi. Et donc, on est ravis parce qu'en plus, ce que sont les auteurs correspond également à ce que nous, chez Agulot, on veut aussi mettre en avant et défendre, c'est la diversité. Et pour nous, le statut et ce qu'est l'auteur en général est important aussi dans notre choix de texte. Et effectivement, on en discutera probablement après. Piotr et Jacek, c'est vraiment aussi une autre image de la Pologne qu'ils vont donner à travers leurs romans, dans les non-dits, dans les sous-entendus aussi, dans ce roman historique humoristique. Cozy Crime, pas Cozy Crime, Who Done It, Mystery Crime, je sais même, enfin voilà, il y a plein de noms pour ce genre pour la littérature dans laquelle ils ont écrit ce livre. Mais voilà, on parlera de tout ça, ils vous expliqueront eux aussi leur Alors, démarche. juste une deuxième question, Nadège, par rapport au genre. Justement, là, en effet, on ne sait pas trop où classer ce livre. Il est dans différentes cases, mais pour Agulot, c'est une première. C'est aussi un choix fort que tu as fait en publiant un cozy crime, on peut l'appeler ainsi pour simplifier les choses, mais à mon sens, ce n'est qu'un prétexte, et on en reparlera peut-être tout à l'heure sur le côté historique, où là, en effet, on est davantage sur un roman historique. Mais c'est un choix fort quand même pour Agulot, qui est plus habitué à des polars beaucoup plus Ouais, noirs. quelque chose très noir et un peu, oui, vraiment noir et plutôt sombre. En fait, quand j'ai donc acheté les droits du premier, en fait, j'avais pas réalisé que c'était un cozy crime. Je connaissais même, enfin, comme c'est pas du tout le genre dans lequel normalement on cherche, c'est après coup, quand j'en ai parlé autour de moi, mais on m'a dit, ah, mais c'est du cozy crime. J'étais là, ah, ben peut-être. Donc, en fait, c'était pas du tout quelque chose de recherché, en fait. Voilà, moi, ce qui m'a plu, c'est le côté humoristique, le côté hyper exact au niveau historique, puisque Piotr est quand même historien.
Et c'était vraiment cette plongée dans cet univers du fin du 19e siècle, en Pologne, Cracovie. Et il y a plein de petits détails historiques qui sont vraiment super, en fait. Les livres qui sont lus à l'époque, les produits qu'on trouve au marché à l'époque, comment on se soigne aussi à l'époque, au-delà de l'intrigue policière. Et puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que l'humour est subtil et très fin, ce qui est souvent quelque chose de très compliqué pour un auteur, l'humour. Je pense que c'est même une des choses les plus difficiles à écrire pour un auteur. Et je trouve qu'ils le font très bien. Et puis j'ai aimé cette folie un petit peu d'avoir un nom de plume féminin et de savoir que derrière, voilà, il y avait Piotr et Jacek. Donc voilà, c'était vraiment un ensemble de choses. Et après, effectivement, on a été rattrapé par C'est du cozy crime. Ouais. Et oui, c'est vrai, l'humour aussi est très difficile à traduire. C'est du cozy crime, mais c'est vrai qu'on a eu ce questionnement avec nos représentants. Est-ce qu'on le met dans le roman historique? Dans quelle catégorie on le place? Parce que le cozy crime, malheureusement, c'est aussi associé avec une certaine légèreté de style, de vocabulaire, une légèreté littéraire qui en fait n'est pas du tout présente dans le roman de Jacek et de Piotr, qui est littérairement très soutenu, hein, avec voilà, le langage de l'époque, etc. Donc, il est très bien écrit comparé. Moi, je n'ai pas lu beaucoup de cozy crime à côté, donc je ne sais pas trop, mais c'est ce qu'on nous a dit, c'est que finalement, ça révolutionnait un peu le genre du cozy crime dans le sens où c'est de qualité littéraire, quoi. Je suis entièrement d'accord avec ça. Alors, ne vous inquiétez pas pour Agnieszka, hein, qui ne devra pas tout traduire, hein. On l'a prévenue pour éviter qu'elle traduise les propos de Nadège. On passe maintenant en effet aux deux auteurs. Jacek Denel, vous êtes poète, traducteur et vous tenez un blog qui est consacré au tabloïd criminel de l'entre-deux-guerres, The Secret Detective, et Piotr, traducteur, historien et spécialiste des études américaines. Racontez-nous, puisqu'on ne vous connaît pas encore en France, racontez-nous, ou en tout cas peut-être un petit peu via Jacek, mais racontez-nous votre parcours dans la littérature, comment vous en êtes venu à avoir des parcours aussi différents, dans différents genres, puisqu'aujourd'hui, vous décidez de publier un cozy crime. Pytanie do pana Jacka i do pana Piotra. Panie Jacku, jest pan poetą, pisarzem, tłumaczem, prowadzi pan bloga, który jest poświęcony tabloidowi Tajny Detektyw. Pan Piotr jest tłumaczem, specjalistą studiów amerykańskich, ale także historykiem. I chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób panowie zdecydowali, aby sięgnąć właśnie po ten gatunek cozy crime. To jest dziwne, bo my tak naprawdę nie wiedzieliśmy, że taki gatunek w ogóle istnieje. Kiedy zaczęliśmy pisać pierwszy tom, czy wtedy jedyny tom Przygód Szczupaczyńskiej. I co więcej, w zasadzie cała ta książka jest właściwie z przypadku. Alors, pour dire vrai, nous ne savions pas que ce genre cozy crime existait et tous ces livres est, à vrai dire, le fruit d'un hasard. Po prostu w pewnym momencie wymyśliłem bohaterkę, bo ona była pierwsza i wokół niej zbudowaliśmy całą książkę i wiedzieliśmy rzeczywiście od samego początku, że nie chcemy, żeby to był kryminał brutalny, bo mieliśmy wrażenie, że wszędzie wokół wszystkie książki kryminalne są brutalne, może nawet nadmiernie brutalne i z pewnością jest taki segment czytelników, który chciałby czegoś trochę łagodniejszego niż typowy kryminał skandynawski, który teraz od wielu lat w Polsce narzuca styl. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, nous avons inventé notre personnage principal et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à réfléchir sur les livres. Nous savions seulement que nous ne voulions pas de polar trop sombre, trop brutal, puisque ce sont surtout des livres de ce type qu'on connaît en Pologne. C'est surtout, par exemple, le polar scandinave qui est très connu en Pologne actuellement. I to jest tak, że Piotr po prostu
kierując się patriotyzmem lokalnym, widząc, że coraz więcej polskich miast ma swoje serie kryminalne dziejące się w jakichś dawnych czasach, takie typowe vintage crime, chciał mieć też taki kryminał retro w Krakowie pod koniec XIX wieku, bo to jest bardzo ciekawa epoka i wymyślił tę bohaterkę właśnie, żonę profesora. Alors c'est Piotr, en bon patriote cracovien, qui a eu cette idée de placer l'action du livre à Cracovie et nous avions envie d'écrire un polar vintage, un polar rétro et nous nous sommes dit que la fin du 19e siècle était une époque particulièrement intéressante à Cracovie et que c'est pour cela que nous voulions que notre héroïne évolue justement dans cette époque. A ponieważ dla nas wzorem kryminału, bo my tak naprawdę nie czytamy dużo kryminałów, to też warto dodać, my je tylko piszemy. I dla nas wzorem kryminału jest Agatha Christie jednak. I chcieliśmy napisać coś na wzór Agaty Christie, mieliśmy już bohaterkę i potem dopiero, naprawdę chyba dopiero po drugim tomie, ktoś nam powiedział, że istnieje coś takiego jak cozy crime. I kiedy sprawdziliśmy wszystkie wyznaczniki tego gatunku, to okazało się ku naszemu zdumieniu, że spełniamy właściwie wszystkie. Alors, attends, nous devons vous dire également que nous ne lisons pas de polars. Nous ne lisons pas de polars, nous les écrivons, mais notre modèle en la matière, c'était Agatha Christie. Et donc, c'est seulement après le deuxième volume de la série que quelqu'un nous a dit votre livre fait partie d'un genre qui s'appelle cozy crime, et nous avons vérifié et nous nous sommes dit effectivement notre roman remplit tous les critères de cozy crime. Jeszcze może powiemy, że to nie było tak, że Piotr wymyślił tę książkę i chciał ją napisać. Nie, on wymyślił bohaterkę, wymyślił czas i przyszedł do naszej znajomej wydawczyni i powiedział: znajdźcie kogoś, kto by napisał, bo to byłby taki fajny pomysł i ja bym coś takiego chętnie przeczytał. A ona od razu powiedziała: to ty to napisz. No i on powiedział, że nie, no to napiszcie razem z Jackiem. No i byliśmy bardzo niechętni, a ona później pojawiła się u nas z umową od razu na 2 książki. No i tak to się zaczęło. Alors, il faut savoir aussi qu'au départ, Piotr est allé voir notre éditrice et il lui a dit j'aurais envie de lire un livre avec un personnage comme celui de Madame Turbotyńska et j'aimerais que l'intrigue se déroule à la fin du 19e siècle. Je pense que ça serait vraiment un livre très intéressant. Trouver quelqu'un pour l'écrire. Et notre éditrice lui a dit, mais tu peux l'écrire toi. Et puis, finalement, elle a dit, peut-être que vous pourriez l'écrire tous les deux ensemble. Mais au début, on n'était pas très convaincus, mais très rapidement, elle nous a proposé un contrat tout de suite pour 2 livres. Oui. Alors justement, on a reconnu la grande dame évidemment d'Agatha Christie derrière leur œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres influences culturelles qui ont poussé à imaginer ce roman-là? To prawda, że udało nam się wypatrzyć inspiracji wpływu Agaty Christie. Chcielibyśmy jeszcze wiedzieć, czy były inne wpływy literackie, które w jakiś sposób odgrywały ważną rolę, kiedy pisaliście tę książkę. Et notamment polonaise peut-être? Na przykład jakieś polskie źródła, polskie wpływy. No przede wszystkim główna bohaterka bazuje na pani Dulskiej, bohaterce sztuki Gabrieli Zapolskiej z początku XX wieku, pewnie nieznanej we Francji. Alors, le personnage principal est inspiré aussi de Madame Dulska, qui est le personnage principal d'une pièce de Gabriela Zapolska, qui n'est sûrement pas connue en France. La pièce a été écrite au début du XXe siècle.
I to jest straszna postać, ona jest niesympatyczna. Zofia ma swoje wady, ale pani Dulska jest na pewno znacznie gorszą postacią, ale jest wścibska, jest dociekliwa, skąpa. I nasza bohaterka miała być taka trochę jak właśnie Dulska, to jest bardzo rozpoznawalną postacią w literaturze polskiej, ale musieliśmy ją trochę usympatycznić. Alors, donc, c'est Madame Dulska qui est l'inspiration, notre inspiration principale, mais il faut savoir que Madame Dulska est beaucoup moins sympathique que notre protagoniste, puisque c'est quelqu'un de vraiment terrible. Elle est extrêmement curieuse, elle est avare, elle n'est vraiment pas sympathique, et il a fallu quand même que nous rendions notre personnage un peu plus sympathique qu'elle. Il faut savoir aussi que Madame Dulska est un personnage qui est très connu en Pologne. No i też w zasadzie później każdy z tomów, a tych tomów w tej chwili w języku polskim jest 4, czerpie inspirację z jakichś tekstów, jakichś znanych pisarzy polskich z tego okresu i oni się tam często osobiście pojawiają i mówią trochę zmienionymi tekstami z własnych książek. Alors, pour l'instant, nous avons publié 4 volumes de la série et dans chacun des volumes, on s'inspire des écrivains de l'époque qui y apparaissent d'une certaine manière. Alors, j'ai eu l'impression, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Nadège, que l'intrigue, on ne peut pas l'appeler intrigue policière, mais l'enquête, en tout cas, a été un prétexte pour nous raconter cette époque historique et justement les liens qui se créent, se dénouent dans cette population qui est aisée, dans cette population polonaise aisée. Est-ce que ça a justement été une sorte de prétexte pour aussi nous montrer cette époque-là, qui, à mon sens, le personnage principal n'est peut-être pas Zofia, mais peut-être tout simplement l'époque en elle-même, 1893. Wydawało mi się, że tak naprawdę w książce Panów śledztwo było pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o pewnej epoce, a także o pewnym środowisku bogatych mieszczan krakowskich. I dla mnie tak naprawdę główną postacią nie tyle była Zofia, co epoka. Nawet kilka epok, no bo to jest rzeczywiście tak, że zaczęliśmy książkę w 1893, ale plan jest taki, jak to wyjdzie, to zobaczymy, ale żeby doprowadzić serię aż do powojnia, po II wojnie światowej. I wtedy chcemy pokazać w ciągu tych tomów, nie wiemy ile ich będzie, różne epoki w dziejach Krakowa, no bo Kraków, tak jak Polska, bardzo się zmieniał w tamtym czasie. Alors, ce n'est pas qu'une seule époque que nous voulions montrer. Dans Madame Mort, c'est certes une époque, mais nous avons le projet de mener notre histoire jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on verra à travers les différents tomes tous les changements dans la vie des habitants de Cracovie et dans la vie de Cracovie à travers l'histoire. To się zaczyna w takiej epoce, którą można by nazwać wiktoriańską, no tylko że to jest w Europie Środkowo-Wschodniej, ale epoka Franciszka Józefa i jeszcze Austro-Węgry, ale po drodze będziemy mieli I wojnę światową, Polskę niepodległą, międzywojenną, okupację niemiecką w czasie II wojny światowej i początki komunizmu pod koniec lat 40. Taki jest plan. Czy on wyjdzie, to oczywiście zobaczymy. Alors, nous commençons en 1893, donc nous aurons, on peut dire, l'époque victorienne, mais cela ne se passe pas en Angleterre, mais en Pologne. Donc, c'est sous le règne de François Joseph, l'Empire austro-hongrois. Ensuite, il y aura la Première Guerre mondiale, la période de l'entre-deux-guerres, il y aura l'occupation allemande et enfin la fin de la guerre et les débuts du communisme en Pologne. I może warto dodać, że to jest cały czas pokazywane z punktu widzenia kobiety, która żyje w świecie mężczyzn. To znaczy, to jest świat, w którym Zofia nie może być policjantką, w
w którym ma zamknięty dostęp do bardzo wielu rzeczy, począwszy od studiów oczywiście. I też z tego punktu widzenia staramy się pokazać, ona z jednej strony jest oczywiście uprzywilejowana jako osoba z burżuazji, ale ze względu na płeć jest tak naprawdę ma bardzo ograniczone możliwości, również jako detektywka. Ce qui est important d'ajouter également, c'est que nous voulions montrer cette époque du point de vue d'une femme qui vit dans un monde qui est dirigé par les hommes. Et il faut savoir que, donc à l'époque, Zofia ne peut pas faire d'études supérieures, Zofia ne peut pas être détective, elle ne peut pas en réalité mener son enquête. Et même si elle vit dans un milieu privilégié, en tant que femme, en réalité, ces possibilités sont très restreintes. Et c'est ce que nous voulions montrer. Czyli z jednej strony pokazujemy czytelnikom, odkrywamy tamtą epokę i trochę ją odbrązawiamy. Pokazujemy, że zwłaszcza teraz jesteśmy w tej epoce wiktoriańskiej, pokazujemy, że Kraków austro-węgierski to nie była taka wspaniałe miejsce, jak to się w Polsce zwykło uważać, bo w Krakowie zwłaszcza funkcjonuje trochę taka wizja tamtych czasów, nieco naiwna i idealistyczna. To belle époque po prostu. Tak. A z drugiej strony Zofii odkrywamy świat przed Zofią i pokazujemy, czy uczymy ją trochę o życiu, bo nasza bohaterka w każdym tomie dowiaduje się czegoś nowego na temat otaczającego ją świata, wychodzi z tej bańki przywileju, powiedzmy. Alors, nous voulions que le lecteur découvre cette époque sous un autre jour. Donc, nous parlons de la fin du 19e siècle sous un autre jour, puisque à Cracovie, on montre souvent cette époque d'une façon assez idéalisée. On en parle en disant que c'était une belle époque. En réalité, c'était beaucoup plus nuancé et notre protagoniste, dans chaque volume, apprend quelque chose de nouveau sur la vie. Vas-y Nadège, tu veux intervenir. Pour allumer le micro, et c'est bon. Bon. Non, en fait, moi, je voulais demander, parce qu'effectivement, bon, pour le moment, les romans sont humoristiques. Est-ce que c'est possible de continuer à utiliser cet humour quand on va arriver sur des périodes qui sont beaucoup plus sombres de l'histoire de la Pologne, notamment voilà, la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Voilà, comment vous allez approcher ça? To, co przede wszystkim zauważa czytelnik, czytając wasze książki, to świetny humor, ale zastanawiam się, czy w momentach o wiele bardziej tragicznych w historii polskiej, takich jak na przykład II wojna światowa, ten humor ciągle będzie obecny. Czy już się nad tym panowie zastanawiali? No, my w zasadzie już w drugim tomie mamy podobną sytuację, ponieważ drugi tom jest związany z handlem żywym towarem. To nie jest temat lekki ani przyjemny i cała książka jest mroczniejsza i poważniejsza. Co nie zmienia faktu, że od czasu do czasu są tam fragmenty humorystyczne, ale fragmenty humorystyczne są w sztuce o strasznych morderstwach, czyli w Macbecie, są w Hamlecie, są w greckich tragediach. To jest naturalne, że nawet w bardzo poważnych tekstach śmiejemy się przez łzy, jak mówił Molière. Alors, dans le deuxième tome, nous étions déjà confrontés à cette situation puisque nous parlons du trafic des êtres humains, donc ce n'est pas un sujet qui est très drôle. Et d'ailleurs, le deuxième tome est beaucoup plus grave, beaucoup plus sombre, mais il y a quand même de l'humour, mais il faut dire aussi que dans les pièces comme Macbeth ou Hamlet, ou même dans les tragédies grecques, il y a souvent de l'humour qui est présent. Et comme disait Molière, on peut aussi apprendre à rire à travers les larmes. Bon, donc on verra. Alors, il faut préciser que le deuxième tome a déjà été publié
en Pologne. Je crois que le 3e et 4e, pas encore, hein, il me semble. C'est pour ça, Nadège, que tu posais la question, puisque tu ne les as pas encore lus, il me semble. Il faut toujours allumer le micro. Oui, je pense qu'aussi, là, en fait, je crois que les 4 sont publiés en Pologne, mais je crois que le 4e finit, il faut leur demander, mais le 4e n'est pas encore très avancé sur le XXe siècle. C'est une question d'ailleurs à leur poser. Czy trzeci i czwarty tom już zostały opublikowane w Polsce? I pytanie od pani Aguilu, czy czwarty tom to już XX wiek, czy jak to wygląda? To jest rok 1900. My dochodzimy, w zasadzie policzyliśmy, że będziemy mieli jakoś mniej więcej po 4 tomy na dekadę życia Zofii. Zobaczymy, jak będzie, ale tak, 4. tom się ukazał w 2020 roku w pandemii. Alors oui, les 4 tomes ont déjà été publiés en Pologne. Le 4e tome a été publié en 2020 pendant la pandémie. Et le 4e tome se passe en 1900. Donc, nous avons prévu 4 tomes par les tranches de 10 ans de la vie de Zofia. Alors justement, sur ce personnage-là, vu qu'il va y avoir donc des tranches de vie, est-ce que ce personnage-là, ce personnage principal, va continuer de résoudre des enquêtes à chaque tome? Et deuxième question, est-ce que son caractère, ses préjugés, sa façon d'être va évoluer aussi? J'imagine que oui, mais va évoluer en fonction de la période dans laquelle elle est. Est-ce qu'elle va se rendre compte de certains traits de caractère, de certaines choses qu'elle aurait pu faire dans ce premier tome, mais qu'elle ne refera peut-être plus, qu'elle ne dira plus dans les tomes suivants? Moje pierwsze pytanie jest takie, czy w każdym tomie główna bohaterska będzie prowadziła jakieś śledztwo i czy jej charakter, sposób w jaki się zachowuje, jej charakter, jej osobowość będzie się zmieniała z każdą epoką. Czy sposób jej, czy jej charakter, czy zmiany w jej charakterze będą związane ze zmianami w epoce, czy na przykład czegoś już nie będzie w danej epoce mówiła w stosunku do poprzedniej? To tak, to znaczy ona będzie zawsze konserwatywna, będzie zawsze osobą ze swojej sfery, natomiast równocześnie no co innego mówili konserwatyści w 1895, a co innego 40 lat później w 1935. Konserwatyzm na szczęście też się trochę zmienia, więc Zofia na pewno więcej będzie się uczyła o świecie, niż będzie gotowa przyznać przed samą sobą i przed innymi. Będzie używała tego w śledztwach, ale będzie nadal głosiła dosyć konserwatywne poglądy. Alors, Zofia restera aussi conservatrice qu'elle l'est au début. Elle restera, comme elle est, un personnage de son milieu. Mais il faut savoir que les conservateurs évoluent aussi. Parce que les conservateurs de 1895 ne disaient pas la même chose que les conservateurs en 1935. Donc, elle aussi va évoluer, mais nous les verrons dans le livre, mais elle-même ne les reconnaîtra pas forcément. Elle ne les dira pas ouvertement. Et justement, par rapport à ça, comment s'est comportée la population polonaise? Est-ce que, entre guillemets, Zofia est le cœur de la société polonaise? Est-ce que les Polonais ont évolué de la même façon à travers l'histoire? Est-ce qu'ils ont eu dans cette frange de population, hein, bien sûr, le côté bourgeois et conservateur, est-ce qu'ils ont évolué de la même façon qu'à travers leurs 4 romans? Czy środowisko, z którego pochodzi Zofia, tak samo się zmieniało, jak Zofia na przestrzeni lat? Innym słowem, czy ona jest taką charakterystyczną postacią dla swojego środowiska?
Tak i nie, no bo Zofia jest trochę przerysowaną bohaterką, jak wiele rzeczy w tej książce. To znaczy, ona jest rzeczywiście produktem swojej epoki i swojej klasy, ale to jest jednak satyra, to jest jednak książka w dużej mierze i często humorystyczna. W związku z tym te różne cechy Zofii i cechy społeczeństwa krakowskiego, tego mieszczaństwa krakowskiego są przerysowane i są, no i to jest chyba widoczne, że to nie jest książka, to nie jest praca naukowa, no to jest jednak książka rozrywkowa. Alors, on peut dire oui et non. À la question si c'est vraiment une représentante caractéristique de son milieu, il faut savoir que ce livre, il faut avoir à l'esprit que ce livre est une satire. Donc, la bourgeoisie, les traits de la bourgeoisie que vous retrouvez dans le livre sont bien sûr dépeints d'une façon un peu exagérée. Ale mówi się na przykład, że mieszczaństwo krakowskie i w ogóle mieszkańcy Krakowa się nie zmienili w ogóle od tamtych czasów i to Państwo usłyszą, zwłaszcza od warszawiaków, ale w ogóle często tak się mówi, no ale doskonale wiemy, że to nie jest prawda. On dit souvent que les Cracoviens n'ont pas du tout changé depuis cette époque. Ce sont surtout les Varsoviens qui disent ça, que les Cracoviens ne changent pas, ils restent les mêmes. Natomiast oczywiście te przemiany społeczne, światopoglądowe, to jest coś wspólnego dla całej Europy praktycznie, nawet jeśli się trochę różni konkretnymi latami. Więc czytelnik francuski, czy czytelnik angielski, czy włoski może się w tym odnaleźć, bo te procesy analogicznie przechodziły w innych krajach europejskich. Mais les changements sociaux qui ont lieu en Pologne sont communs pour toute l'Europe. Et donc, le lecteur français ou italien ou anglais pourra facilement s'y retrouver. Merci. Jennifer et Franck. Franck, c'est à vous. Bonsoir. Bon, en dehors du côté humour, burlesque, histoire et tout ce qui fait le charme du livre, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'éléments empruntés au gothique, avec notamment beaucoup de scènes de cimetières, beaucoup de funérailles, ou la description de la chambre avec des lits qui ressemblent à des tombeaux, enfin tout un tas de choses de décoration qui sont très très gothiques. C'était une bonne surprise pour moi, mais est-ce que c'est lié à l'époque? Est-ce que c'est lié à la Pologne ou est-ce que c'est un parti pris pour rajouter dans ce livre? Voilà. Zauważyłam, że oprócz obecności humoru, świetnego humoru, jest jeszcze w tej książce mnóstwo takich elementów związanych z gotykiem. Często pojawiają się pogrzeby, cmentarze, opisy łóżek, które są jak trumny, co mi się bardzo podobało i zastanawiam się, czy to jest coś, co jest związane z epoką, czy to jest coś, co jest związane z Polską, czy to już jest inwencja panów. Tu się składa kilka rzeczy. Po pierwsze to, że z powodu bardzo specyficznych warunków politycznych, względnej wolności politycznej Polaków, akurat w zaborze austro-węgierskim, można było robić demonstracje polityczne, ograniczone, narodowościowe, takie patriotyczne. I najlepszą okazją do tego były pogrzeby słynnych Polaków, których najchętniej skądś sprowadzano, przeważnie z Francji, gdzie umarli. Alors, il y a plusieurs choses, mais c'est surtout lié à la situation politique dans cette partie de la Pologne, puisqu'à l'époque, la Pologne était partagée entre trois puissances et Cracovie s'est trouvée donc dans l'Empire austro-hongrois et bénéficiait d'une relative liberté, c'est-à-dire que les manifestations politiques étaient admises dans cette partie de la Pologne. Les manifestations politiques, c'est-à-dire la plupart du temps, à Cracovie, c'était des funérailles des personnages célèbres qui étaient d'ailleurs souvent dans les dépouilles, étaient d'ailleurs souvent ramenés de la France pour qu'ils soient enterrés en Pologne.
coś? Ah oui. Oprócz tego bierzemy takie fragmenty po prostu z rzeczywistości. Tego neogotyku było bardzo dużo. To był styl bardzo lubiany przez konserwatywne mieszczaństwo, nie tylko w Krakowie, ale w ogóle w całej Europie. I myśmy zresztą widzieli takie ponure, straszne sypialnie, takie łóżka. Myśmy je widzieli w takiej willi muzeum w Trieście, gdzie pewna biedna rodzina musiała spać na tych łóżkach, które wyglądały jak katafalki. Czy bardzo bogata rodzina, ale biedna, że musiała spać w takich łóżkach. Alors, ces éléments gothiques étaient très présents et très aimés non seulement par les bourgeois à Cracovie, mais aussi dans toute l'Europe. Et avec Piotr, nous avons visité dans une maison-musée à Trieste, donc une chambre à coucher où il y avait effectivement des lits qui ressemblaient à des tombeaux. C'était bien sûr très sombre, très gothique, très effrayant. Alors, c'est fini, hein, c'est bon? Oui. Par rapport à ce personnage-là, c'est plus ce que je voulais dire, ce sera une autre question. Par rapport à leur écriture, par rapport à leur façon d'écrire, vu qu'ils écrivent, en principe on dit à 4 mains, mais en réalité il n'y en a plus que 2 qui écrivent, mais on appelle ça une écriture à 4 mains. Comment se sont-ils répartis les tâches justement? Est-ce qu'ils ont écrit ensemble? Est-ce qu'ils ont écrit de manière séparée? Est-ce qu'il y a eu un chapitrage particulier selon leurs envies? Comment écrivent-ils? Puisque c'est la première fois, je crois, qu'ils écrivent à 2. Comment se sont-ils répartis les tâches, si on peut appeler ça une tâche? Jeśli się nie mylę, panowie po raz pierwszy piszą razem książkę i chciałbym wiedzieć, w jaki sposób pisze się na 4 ręce, czy we dwójkę, czy panowie podzielili między siebie rozdziały, czy też chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób po prostu panowie pracują. Są bardzo różne metody z tego, co się dowiedzieliśmy, bo nie jesteśmy jedyną parą, jedynym małżeństwem, które pisze książki. Nawet kryminały. Nawet kryminały, bo poznaliśmy takie małżeństwo angielskie, które pisze kryminały i oni mają zupełnie inne metody niż my. Alors, nous ne sommes pas le seul couple qui écrit des polars. Nous avons même rencontré un couple anglais qui écrit des polars et chacun les fait à sa manière. Ale my opracowaliśmy metodę, która działa w naszym przypadku dobrze i od momentu wypracowania formuły trzymamy się jej dość rygorystycznie, bo to po prostu działa. I zaraz powiemy, jak ona jest. Alors, nous avons notre façon particulière de travailler et elle fonctionne bien. Zaczynaliśmy od tego, że mieliśmy ogólny pomysł i ja jestem przyzwyczajony do pisania samemu, w związku z tym myślałem, że to pójdzie tak na żywioł. Ale okazało się, że jednak nawet po tych wielu latach bycia razem nie mamy jednego mózgu i musieliśmy wypracować taki system, który obmyślił Piotr w zasadzie. Alors, au début, nous avions l'idée de notre livre. Et je pensais au départ que ça allait de soi puisque je suis habituée à écrire, mais il s'est avéré que malgré de nombreuses années passées ensemble, nous n'avons pas encore de cerveau commun. To znaczy najpierw wybieramy czas i miejsce akcji. Miejsce nie, wybieramy czas akcji, rok, miesiąc i szukamy jakiegoś takiego ciekawych wydarzeń w dziejach Krakowa, które nadają się na tło akcji. One nie muszą być bardzo istotne, ale chodzi o to, żeby tam w tle działo się coś ciekawego w dziejach Krakowa. Alors, nous commençons par trouver le temps de l'action. Donc, nous choisissons l'année, le mois. Et il est important pour nous de trouver un moment où il se passe quelque chose d'intéressant à Cracovie. Donc, c'est notre fond. Cały ten research historyczny właściwie robię ja w przeważającej większości. To zresztą jest moja ulubiona część pracy nad książką. Samego pisania, za samym pisaniem nie przepadam.
C'est moi qui fais la recherche historique et ce n'est quasiment que moi qui m'en charge. Et d'ailleurs, c'est ce que je préfère. J'aime moins écrire. No i potem wymyślamy naszą fabułę, intrygę, która przeważnie jakoś ma punkty styczne z tym, co się dzieje w Krakowie, symboliczne czy praktyczne, i rozpisujemy ją sobie na karteczkach. Ensuite, nous inventons l'intrigue qui a bien sûr beaucoup en commun avec les événements survenus à Cracovie, que ce soit d'une façon pratique ou symbolique. Et après, nous dessinons toute l'intrigue sur des petits post-it. I ustawiamy je w takich 3 kolumnach. Pierwsza to są te wydarzenia, których nie możemy ruszyć, ponieważ są wydarzeniami historycznymi albo, nie wiem, Bożym Narodzeniem, prawda? Są stałe w kalendarzu. Alors, nous divisons ces post-it en 3 colonnes. Donc, la première colonne, ce sont les événements historiques que nous ne pouvons pas changer, ou par exemple, s'il y a Noël, c'est aussi une date qu'on ne peut pas changer. Donc, c'est la première colonne. Później jest ta główna kolumna samej zbrodni, od jej czasami bardzo dawnych początków do rozwiązania zagadki. Ensuite, la colonne principale, c'est-à-dire les crimes de son début jusqu'à ce qu'on dévoile l'énigme du crime. I wreszcie trzecia, gdzie są wszystkie pozostałe poboczne wątki, które mylą detektywa i czytelnika. Et la troisième colonne où se trouvent toutes les intrigues secondaires qui sont censées tromper à la fois les détectives et les lecteurs. Potem ustawiamy to tak, żeby to po prostu miało ręce i nogi i żeby motywacje bohaterów, wszystkich aktorów były sensowne, żeby one nie prowadziły do nielogicznych zachowań. Nous l'agençons de sorte que ce soit le plus logique possible pour qu'il n'y ait pas d'attitude ou de comportement illogique. I później właściwie spisujemy to, co sobie ułożyliśmy na tych karteczkach takim tekstem, takie streszczenie książki najpierw de facto przygotowujemy, książki, która jeszcze nie powstała, i później dzielimy tę fabułę na rozdziały, no mniej więcej zawsze podobnie między 13 a 15 rozdziałów. Quand nous avons nos post-it en 3 colonnes, nous faisons un résumé du livre, on peut l'appeler comme ça, et à partir de ces résumés, nous les divisons en chapitres. Il y a habituellement entre 13 et 15 chapitres. I później tak po prostu wypełniamy to streszczenie, to znaczy idziemy chronologicznie, rozdział po rozdziale, i w obrębie danego rozdziału mamy zawsze kilka scen, 4 czy 5. Ensuite, nous avançons en suivant notre résumé et nous avons à peu près 4-5 scènes par chapitre. I potem w zasadzie każdy z nas sobie wybiera jakieś sceny. Pytamy, czy ty chcesz mieć tę rozmowę, czy chcesz to wydarzenie, czy tamte. Dzielimy się. Ja piszę trochę więcej, Piotr trochę mniej. Sklejamy te powstałe teksty w jeden rozdział. Piotr przeważnie mi coś skreśla, a ja przeważnie mu coś dopisuję. I przechodzimy do następnego rozdziału. Ensuite, nous choisissons les scènes que nous voulons écrire. Est-ce que tu veux telle conversation ou telle rencontre? Ensuite, nous passons à l'écriture. Moi, souvent, j'écris un peu plus. À la fin, nous mettons tout ensemble et souvent, c'est Piotr qui barre une partie de ce que j'ai écrit et moi, j'ajoute des parties de texte à ce que Piotr a écrit. Oczywiście nie jest tak, że nie robimy czasem błędów i czasem się okazuje oczywiście, że musimy nagle coś zmienić, coś dopisać, czy o czymś nie pomyśleliśmy i wymaga to pewnych zmian, ale zasadniczo staramy się zrobić tak, żeby ten cały proces
konstruowania fabuły opracować wcześniej i później tylko go realizować po prostu sumiennie. C'est vrai qu'il nous arrive parfois de faire des erreurs et nous devons de temps en temps revenir en arrière, changer certains détails ou certains passages, mais d'habitude, on essaye de tout vérifier rigoureusement et de faire notre recherche en amont. No jeszcze pewnie należałoby powiedzieć, że korzystamy z takiego zewnętrznego języka, trochę naszej autorki, naszej wymyślonej autorki Szymiczkowej i dlatego te sceny to co napisze Jacek i to co napiszę ja, to się za bardzo od siebie nie różni, bo my obaj używamy w pisaniu tego zewnętrznego języka Szymiczkowej, który jest trochę przesadzony, trochę taki jest over the top. Alors, la raison pour laquelle ces passages que nous écrivons tous les deux ne se différencient pas trop, c'est que nous sommes tous les deux d'accord sur le langage, sur ce langage extérieur de Maryla Szymiczkowa, qui est un peu exagéré, un peu trop. To jest język trochę wzięty z Agaty Christie, trochę wzięty z tekstów z epoki, z gazet, z pamiętników, archaizujący, ale też z pewnym specjalnym poczuciem humoru i myślę, że faktycznie my nie jesteśmy na przykład w stanie w tej chwili już powiedzieć, które fragmenty w pierwszym tomie pisał Piotr, a które ja. I nawet w drugim też. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous aurions du mal de dire qui a écrit quel passage dans le premier ou dans le deuxième tome. Et ce langage extérieur de Maryla Szymiczkowa dont nous venons de parler, c'est à la fois un mélange d'Agatha Christie, des journaux de l'époque, des textes de l'époque, donc des auteurs de l'époque. C'est un langage qui est plein d'humour, où il y a un sens d'humour particulier et qui est un peu archaïsant. Alors justement, il y a une question également sur le personnage de Nathalie qui demande pourquoi avoir choisi un personnage sans enfant. Alors peut-être que ça arrivera justement dans les tomes suivants, ça je ne le sais pas. Et notamment d'avoir choisi, je rajoute une question, d'avoir choisi une héroïne qui est, à mon sens, peut-être à l'opposé des auteurs, je ne sais pas, mais je pense qu'elle est à l'opposé des auteurs. Comment ont-ils réussi à se mettre dans la peau de ce personnage-là qui est criant de vérité, qu'on imagine très bien dans une époque en 1893, fin du 19e. Justement, quelle est leur particularité, leur appétence par rapport à ces deux choix, d'avoir choisi une femme et de ne pas avoir décidé de la faire mère, en tout cas pour ce tome-là? C'est une question de Nathalie, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Teraz mam pytanie od Natalii, która pyta, dlaczego zdecydowaliście się na to, żeby wasza główna bohaterka była kobietą i jeśli jest kobietą, dlaczego jest to kobieta bezdzietna? Być może to się zmieni w późniejszych tomach. Natalii mówi też o tym, że ta postać wydaje się tak prawdziwa, że zastanawia się, w jaki sposób panowie weszli w skórę tej kobiety i z drugiej strony wydaje się, że ta kobieta zupełnie nic wspólnego z wami nie ma. Także zastanawia się nad tym, dlaczego wybór takiej, a nie innej bohaterki. No to od początku mogła być wyłącznie bohaterka, a nie bohater, no bo tak jak powiedzieliśmy na początku, ona jest troszkę panią Dulską, troszkę panną Marple, więc to, że to będzie kobieta, detektywka, amatorka, to było oczywiste od samego początku. Również dlatego, że nie chcieliśmy takiego typowego bohatera skandynawskich kryminałów, których jest też mnóstwo w Polsce, to znaczy śledczy w średnim wieku z byłą żoną,
z którą ma złe kontakty. Problemem z alkoholem. Tak, tak, no to jest taki bardzo, bardzo banalny bohater kryminałów, abyśmy chcieli kogoś zupełnie innego. Chcieliśmy detektywkę amatorkę, no tak jak powiedzieliśmy na początku, potem się okazało, że to jest jedna z typowych cech cozy crime. Dès le début, nous savions que nous voulions une femme, puisqu'elle devait être à la fois proche de Miss Marple et de Madame Dulska. Nous savions aussi que nous ne voulions pas de héros typiques des polars scandinaves qui sont très populaires en Pologne. Donc, nous ne voulions pas d'enquêteur homme d'âge moyen qui a un problème avec l'alcool et qui a aussi des problèmes avec sa femme. Nous savions que nous voulions quelqu'un de très différent. Nous voulions que ce soit une femme et nous voulions que ce soit une détective amateur. Et c'est seulement après que nous avons appris que c'était justement un personnage caractéristique du genre cozy crime. A poza tym też chodziło nam o to, żeby pokazać Zofię jako tę kobietę bez zastosowania. To znaczy kobieta w tamtych czasach, w tej klasie społecznej miała jedno zadanie. Miała urodzić dzieci, je wychować i być panią domu. A tymczasem mamy do czynienia z niesłychanie inteligentną osobą, z wielkimi możliwościami, która gdyby to społeczeństwo pozwalało jej zostać na przykład policjantką, dokonywałaby znakomitych rzeczy. No to jest coś, czego nas XX wiek nauczył. Et nous voulions surtout montrer justement une femme qui, on pourrait dire une femme sans emploi, puisque le destin d'une femme à l'époque, c'était d'avoir des enfants, de s'occuper des enfants. Mais Zofia n'a pas d'enfants, c'est une femme qui est extrêmement intelligente, qui a un très grand potentiel, et si c'était possible à l'époque, elle aurait pu devenir policière et elle aurait pu résoudre des énigmes, mais ce n'était pas possible à ces moments-là. A dlaczego ona jest prawdziwa? To znaczy bardzo nam miło, jeśli tak uważają czytelniczki. No po pierwsze mi się wydaje, że my więcej wiemy, Jacek i ja, o kobietach w średnim wieku niż o mężczyznach z problemami z alkoholem i kobietami, prawdę mówiąc. To myślę, że zdecydowanie więcej wiemy o kobietach w średnim wieku. Je pense aussi que nous savons beaucoup plus sur les femmes d'âge moyen que sur les hommes qui ont des problèmes d'alcool et qui ont des problèmes avec leurs femmes. Zwłaszcza z kobietami. Surtout avec leurs femmes. I też myśmy ją oparli na wielu osobach, które znamy. Zofia z początku miała być zresztą starsza. Ona powinna mieć 60 lat mniej więcej. W pierwszym tomie ma 38, to jest za wcześnie. Ale jest młodsza ode mnie teraz. Ale tylko to pozwoliłoby nam dojechać z nią do tych lat 40, kiedy i tak już będzie miała 90. Pour construire le personnage de Zofia, nous nous sommes inspirés d'ailleurs de beaucoup de personnes réelles que nous connaissons. Mais au départ, Zofia devait être plus âgée, elle devait avoir environ 60 ans. Mais nous avons renoncé à ce qu'elle soit plus âgée, puisque à la fin de la série, elle doit avoir plus de 90 ans. Donc, dans le premier tome, elle n'a que 38 ans. Natomiast jej cechy charakteru, jej powiedzonka, jej niektóre zachowania są wzięte od wielu dobrze nam znanych i miłych starszych pani. Tak, ona jest trochę podobna do mojej babci, jest trochę podobna do naszych jakichś cioć, czyli jego lub mojej. Do naszej sąsiadki, do wielu kobiet, które poznaliśmy w życiu. En ce qui concerne les traits de caractère de Zofia, ses expressions, ses comportements, ses attitudes, nous nous sommes inspirés des femmes sympathiques que nous connaissons, des femmes de notre entourage. Ça peut être soit la grand-mère de Piotr, soit les tantes de Jacek ou de Piotr, soit encore leur voisine ou d'autres femmes qu'ils ont rencontrées. Tak jakoś jest, że geje lubią starsze panie, a starsze panie lubią gejów. No tak to wyszło.
Tak to natura skonstruowała. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais les femmes âgées aiment bien les gays et les gays aiment bien les femmes âgées. Très bien. Anne? Bonsoir. Alors d'abord, je veux vous dire que j'ai énormément aimé votre roman. Et dans ce roman, j'ai trouvé que finalement, la mort est partout. Elle est aussi bien célébrée le jour de la fête des morts dans une débauche de moyens. Et j'ai adoré cette scène. Et j'ai trouvé vraiment même drôle. Et puis aussi, il y a des moments où c'est, quand vous faites allusion au massacre de Galicie, là c'est franchement glaçant. Et pour autant, Zofia, dans le roman, il est expliqué qu'elle est au courant, mais on n'a pas l'impression finalement qu'elle est plus choquée que ça. Ça lui permet de résoudre une partie de son énigme. Alors ma question, c'est est-ce que c'est une façon d'exprimer que le peuple polonais est résilient et que justement fêter la fête des morts, fêter les morts comme ça, c'est une façon de faire preuve de résilience, ou est-ce que chez Zofia, il n'y a pas de temps en temps un peu d'indifférence? Voilà. Chciałabym na początku powiedzieć, że powieść panów bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała i taka jedna rzecz, którą zauważyłam, to to, że śmierć jest w tej powieści wszędzie obecna. Jest na przykład obecna w różnych uroczystościach, w trakcie Święta Zmarłych. Uwielbiam tę scenę, która według mnie jest nawet też trochę śmieszna, ale jest również obecna w innych momentach w książce, na przykład kiedy mówi się o rzezi galicyjskiej. Tam oczywiście jest to okropne, ale widzimy, że Zofia, kiedy słucha o tej rzezi galicyjskiej, koncentruje się głównie na swoim śledztwie, bo pozwala jej to pójść do przodu w swoim śledztwie. I chciałabym zapytać, czy z jednej strony zachowanie Zofii, ale też obecność w powieści śmierci świadczy o tym, że Polacy są w jakiś sposób do tej śmierci przyzwyczajeni, zaznajomieni z nią, także może niewiele sobie z niej robią, czy też świadczy o tym, że Zofia jest po prostu osobą niewrażliwą? No, myślę, że wszyscy Europejczycy pod koniec XIX wieku byli w podobny sposób zaznajomieni ze śmiercią i wojną, rzezią, masakrami i tak dalej. No przecież społeczeństwo francuskie w tamtych czasach, typowy, powiedzmy, nie wiem, francuska burżuazja, to miała ledwo, nawet później niż rzeź galicyjską, miała oblężenie Paryża i komunę paryską i różne straszliwe sceny tam się wydarzały. Więc obawiam się, że to jest cecha charakterystyczna całej epoki. Je pense qu'à la fin du 19e siècle, tous les Européens étaient plus ou moins beaucoup plus habitués à la mort, puisque les guerres, les massacres étaient à l'époque présentes partout. Par exemple, lorsqu'on parle de la bourgeoisie parisienne, on peut citer ne serait-ce que la Commune de Paris, c'était des choses terribles. Donc, on peut dire que la mort était quelque chose de beaucoup plus quotidien. Przede wszystkim prawie każdy jeśli miał dzieci, to przeważnie miał kilkoro dzieci, które zmarło, a jeśli nie miał, to przeważnie miał kilkoro rodzeństwa, które zmarło w dzieciństwie i było to uważane za coś w miarę normalnego i zwykłego. Czy w dzieciństwie, czy na przykład na gruźlicę jako nastolatkowie, prawda? Les gens étaient effectivement beaucoup plus habitués à la mort, puisque lorsque les parents avaient plusieurs enfants, souvent, certains de ces enfants mouraient, par exemple, de la tuberculose. Et si ce n'était pas les enfants, c'était les frères ou les sœurs qui mouraient. On considérait que c'était quelque chose de normal. On était beaucoup plus habitué à la mort. To jest, zresztą dobrze, że pani na to zwraca uwagę, bo to jest jedna z tych rzeczy, którą staramy się robić w naszych książkach. To znaczy pokazywać, że ci ludzie sprzed ponad 100 lat, 120 lat, oni owszem mogli mieć
to byli tacy sami ludzie jak my, ale oni żyli jednak w innych warunkach i pod wieloma względami bardzo się od nas różnili. A to jest niestety, mam wrażenie, częsty błąd, który się pojawia w książkach retro, powiedzmy, w których autorzy nie biorą tego pod uwagę i po prostu tak się zachowują, jakby to byli ludzie dzisiejsi, tylko przeniesieni w inne suknie i powiedzmy jakąś inną scenerię. A to nie tak było. Vous faites bien de le remarquer puisque je pense en fait que les gens qui vivaient à notre moment, c'était des humains comme nous, mais ils vivaient dans d'autres conditions. Donc, ils étaient différents, ils ne pensaient pas forcément de la même manière que nous. Et c'est une erreur qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans des romans rétro. On ne les prend pas en compte. To jest kwestia światopoglądu, to jest kwestia chorób, to jest kwestia ubrań, to jest kwestia tego, jaka jest temperatura w mieszkaniach na przykład i czym grozi przeziębienie równocześnie. My o tym zupełnie dzisiaj nie myślimy, a kiedy staramy się ten świat zrekonstruować, musimy przez te wszystkie takie subtelne i drobne rzeczy przechodzić jako autorzy i pokazywać to naszym czytelnikom. On n'y pense pas forcément, mais en tant qu'auteur de ce type de roman, nous devons penser à tous les détails de l'époque. Par exemple, quelle pouvait être la température dans les appartements, ou quel genre de vêtements les gens portaient à l'époque, ou de quelle maladie ils souffraient, puisque tout ça peut influer sur leur façon d'être. To jest dla nas często też taka podróż, w której się czegoś dowiadujemy, kiedy my musimy sobie pewne rzeczy zrekonstruować, albo kiedy czytamy teksty z epoki i myślimy sobie, no rzeczywiście, no przecież oni nie mogli w ten sposób myśleć, albo oni, począwszy od tego, że ktoś mieszka z zupełnie obcymi ludźmi w domu, tak? Że wszyscy ci ludzie mieszkają ze służbą, która no nie jest członkami rodziny de facto i są z nimi w bardzo takiej dziwnej zależności, jaką jest zresztą Zofia z Franciszką, która jest jej Watsonem. Więc podejście do intymności jest inne niż teraz. Zupełnie inaczej jest rozumiana prywatność. Le travail sur d'écriture de ces romans, c'est d'ailleurs aussi un voyage pour nous et nous apprenons beaucoup en travaillant sur ces livres, ne serait-ce qu'en lisant les textes de l'époque ou en se rend à chaque fois compte que les gens qui vivaient à cette époque-là ne devaient pas penser comme nous, ils ne devaient pas penser de la même manière. Par exemple, à l'époque, dans des maisons bourgeoises, on vivait avec les domestiques. Donc, on partageait le même logement avec des gens complètement inconnus, ce qui crée d'ailleurs, comme entre Zofia et Franciszka, sa domestique, une sorte d'étrange dépendance. Donc, la vision de ce qu'est l'intimité est aussi très différente qu'aujourd'hui. Alors, merci pour ces réponses très détaillées à chaque fois. Merci Agnieszka pour la traduction. On va passer à l'extrait que vous nous avez préparé, donc un petit extrait en polonais et ensuite peut-être un petit peu plus en français. Et d'ailleurs, on va peut-être aussi parler de la couverture qui est magnifique de Pierre-Louis Pierson. La couverture magnifique d'Agulo qui permettra aussi de montrer les couvertures dans les différentes langues pour Jacek et Piotr. Bardzo dziękuję za te bardzo ciekawe i szczegółowe odpowiedzi. Teraz przejdziemy może do lektury. Najpierw po polsku krótszego fragmentu, a później po francusku dłuższego fragmentu, a później chcielibyśmy pokazać tą wspaniałą okładkę autorstwa Pierre-Louis Pierson, a także okładki książki w innych językach. Donc, on passe maintenant à la lecture, d'abord en polonais. Oui, bien sûr. Przysiadły obie na ławce.
Szczupaczyńska, wyprostowana, z uniesionym podbródkiem, z dłonią wspartą na parasolce, wbitej w świeżo gracowaną ścieżkę, i Alojza, przygarbiona, skurczona. Nawet stąd znać, że w domu coś buzuje, kipi, poruszały się firanki, postaci przemykały chyłkiem. Zatem? Och, to nic takiego, usiłowała zbagatelizować sprawę siostra Alojza, ale bagatelizowanie nie idzie w parze z wytrzeszczem, więc wydawało się poniekąd słusznie, że bagatelizuje desperacko. Zgubiła nam się pensjonariuszka. To częste. And this is the cover. La couverture en polonais. Elles s'assirent toutes deux sur un banc. Zofia, très droite, le menton levé, la main posée sur la poignée de son ombrelle, fichait dans la terre fraîchement ratissée de la laie. Et Alojza, voûtée, crispée. Même de là, on voyait que quelque chose bouillonnait, crépitait dans la maison. Des rideaux bougeaient, des silhouettes passaient furtivement. Eh bien, oh, ce n'est rien de grave. Sœur Alojza s'efforçait de minimiser la chose. Mais la minimisation n'allait pas de pair avec les yeux exorbités. Aussi, il semblait, par ailleurs à juste titre, qu'elle minimisait désespérément. C'est juste qu'une de nos pensionnaires a disparu. C'est fréquent. Fréquent. Zofia leva un sourcil, visiblement irritée de ce que la sœur tenta de lui dissimuler quelque chose. Et alors, vous prenez tout simplement un nouveau pensionnaire à sa place? Et si le premier est finalement retrouvé, vous les hachez pour en faire des boulettes? Sœur Alojza lui jeta un regard où se mêlaient à proportion égale l'incrédulité et la crainte que son soupçon fût réel. Mais non, pas du tout. On continue de la chercher. D'habitude, on les retrouve assez rapidement. Ce sont toujours les mêmes, celles dont la vieillesse a tourné-boulé la tête. L'une d'elles, des environs de Kovodra, grandie à la campagne, se cachait toujours dans les tables et se recouvrait de paille. Une autre farfouillait dans les celliers où, rassasiée, elle s'endormait avec une tranche de pain dans la main. Les plus jeunes, les convalescentes, elle leva les yeux vers le ciel, s'échappent parfois la nuit tombée pour des raisons impies. Et c'est toujours le meilleur signe de leur guérison. Mais cette fois, on ne l'a pas retrouvée? Eh bien non. C'est pourquoi la supérieure Zaleska a appelé en renfort les cuisinières, les jardiniers et les sœurs qui n'ont pas de patients urgents, et même les bonnes de l'étage supérieur. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, cette dame qui a disparu, non seulement elle a toute sa tête, là elle lance un regard plein de respect, mais en plus elle vit à l'étage supérieur. La maison Elsel, outre son capital inamovible, possédait également un revenu régulier. Il était pensé en effet comme institution pérenne qui, à tout jamais, assurerait les gîtes et les couverts aux malades et aux pauvres, qui serait tel un perpétuum mobile de la charité. Les pensionnaires les plus démunis, appelés prébendaires, envoyés dans l'établissement par les conseils municipaux, ne déboursaient rien pour leur séjour. En revanche, ils vivaient dans des dortoirs sans confort particulier. C'est qu'ils pouvaient encore contribuer à leur entretien en travaillant dans les ateliers. Tous les autres, cependant, admis au fur et à mesure que des places se libéraient, étaient divisés en 3 catégories, selon lesquelles ils payaient leur séjour, contribuant en même temps à la prise en charge des parias. Les plus aisés disposaient de leurs propres serviteurs et occupaient des appartements de 2 pièces, équipés en général de meubles apportés ici de leur ancienne vie, plus exubérantes. Par les portes entrouvertes, on apercevait parfois des fauteuils, lui quelque chose, aux garnitures quelque peu élimées, des commodes de style Biedermeier, transportés ici d'un manoir de la région de Petite-Pologne ou d'un salon bourgeois, des crucifix en bois d'ébène, des bouquets artificiels sous des cloches de verre, des photos, des bénédictions papales dans des cadres dorés, des portraits d'époux et des parents décédés depuis longtemps. Quelqu'un d'important? Madame More, une sainte femme, très discrète et pieuse, veuve d'un juge de la Cour supérieure de justice. Le soir, je lui ai encore souhaité bonne nuit, et le matin, disparue, évanouie. On a passé toutes les pièces de la maison au peigne fin.
disparut comme une pierre dans l'eau. Elle s'interrompit et croisa les mains si fort que ses doigts devinrent tout blancs, puis elle reprit en hésitant. Quant à la loterie, madame, je ne peux rien promettre, car tout dépend de la supérieure Zaleska. Mais je lui en toucherai un mot et je prierai pour que sa décision soit favorable. Je n'ai pas le cœur à vous importuner davantage. Ce n'est rien, répondit Zofia, levant le sourcil gauche. Je vous rendrai visite une autre fois, lorsque dans cette maison d'un tranquille vieillesse, le calme sera revenu. Et Madame More sera retournée sous sa couette. Que Dieu vous garde, sœur Aloïsa. Merci, merci à tous les trois. On va prendre une petite photo de groupe avant de passer la parole à Isabelle pour une prochaine question. Voilà, et je vois que les livres s'agitent. Parfait. Zrobimy zdjęcie, a potem będzie jeszcze jedno pytanie. C'est bon, parfait, merci. Isabelle, c'est à toi. Pytanie Izabeli. Bonsoir à tous les quatre, du coup. Merci pour cette rencontre et merci pour ce livre vraiment que moi j'ai personnellement beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup aimé la partie historique justement. J'ai trouvé que l'explication au début était vraiment très, non seulement intéressante, mais essentielle pour la compréhension du livre. J'ai bien aimé aussi cette petite Miss Marple cracovienne qui se débat un peu avec sa condition de femme du 19e en Pologne et qui du coup doit trouver un peu des artifices pour arriver à mener son enquête en fait et en fait passer au-dessus de sa condition et de femme essentiellement. Voilà, alors après, ça n'a rien à voir ma question. Je voulais savoir en fait si le titre avait été modifié. Et du coup, ouais, si vous aviez, parce que c'est un livre très féministe finalement, où les femmes ont beaucoup d'importance, sont très mises en avant comme elles ont une condition où elles doivent être en retrait, mais finalement c'est elles qui décident de tout. Et Zofia, elle fait beaucoup pour l'avancement de son mari, qui lui a l'air un peu naïf par rapport à tout ça. Voilà, donc c'est mes deux questions. La première, c'est pour Nadège, c'est est-ce que le titre a été modifié? Et la deuxième, c'est pour Piotr Jacek. Et oui, c'est pour savoir, merci Anthony, pour savoir du coup effectivement toute toute la partie féministe et la partie du coup très matriarcale finalement, malgré les conditions de l'époque. Pour le titre français, pardon, je réponds juste à la question concernant le titre. Pour le titre français, en fait, on s'est inspiré de l'édition anglaise. Je ne sais même plus ce que c'était le titre en polonais. C'est quoi, Agnieszka? C'est les mystères de la maison Elsel. Donc voilà, on s'est inspiré du titre anglais. Et puis pour le reste, je laisse répondre. Tylko krótko powiem, bo pierwsza część pytania dotyczyła tytułu, czy tytuł został zmieniony, czy nie. I oczywiście odpowiedź była, że tak i że w ślad za wydaniem angielskim został zmieniony. I teraz przetłumaczę to, co zostało przed chwileczką powiedziane. Bardzo dziękuję za spotkanie i bardzo, bardzo dziękuję za książkę, która mi się bardzo podobała. Szczególnie podobała mi się cała warstwa historyczna książki, ale też bardzo cieszę się, że było na początku to wprowadzenie historyczne, które naprawdę było bardzo potrzebne i pomagało lepiej zrozumieć cały kontekst. Bardzo dziękuję również za główną bohaterkę, tą polską Miss Marple w XIX wieku, która faktycznie jest bardzo ciekawa i widać, jak wielki musiała wykazać się sprytem, żeby móc dopiąć swego i żeby mogła po prostu poprowadzić swoje śledztwo w świecie, który za bardzo nie był jej przychylny.
I chciałam zapytać, bo wydaje mi się, że chcieliście celowo, ale być może tak nie jest, napisać książkę feministyczną, dlatego że pomimo właśnie tych szczególnych warunków i pomimo epoki, kiedy kobiety powinny być tylko tłem, to wy decydujecie się na to, żeby główną postacią była kobieta. I tutaj chciałam zwrócić jeszcze tylko na to uwagę, że na przykład Zofia przez cały czas robi wszystko, żeby pomóc swojemu mężowi, na przykład w jego karierze, a ten jej mąż wydaje się taki trochę naiwny i gapowaty. To oczywiście, że jest celowe, bo książka jest i cała seria o Szczupaczyńskiej, czy o Turbotyńskiej jest feministyczna, bo my jesteśmy feministami, no po prostu. I też widzieliśmy, ja zwłaszcza kiedy jeżdżę po małych miejscowościach z czytaniami, ze spotkaniami autorskimi, widzę bardzo dużo kobiet w średnim wieku, które z kolei odchowały już dzieci przeważnie i mają w tych małych miejscowościach taką trudność z wymyśleniem siebie na nowo, przeważnie koło 40-50, ale też z wielkim szacunkiem obserwuję, jak one to robią, jak wchodzą w zupełnie nowy rozdział swojego życia. I dlatego Zofia miała być trochę takim sposobem, żeby dodać im otuchy, że to jest okej, że mogą znaleźć coś fajnego w swoim życiu, do czego nie oczekuje po nich ich otoczenie, ale w czym mogą być świetne. No może niekoniecznie rozwiązywanie zagadek kryminalnych, ale czemu nie, jeśli nawet. Alors oui, bien sûr, c'est un livre qui est féministe et toute la série a été pensée pour être féministe, car nous sommes tout simplement féministes. Et je vais souvent dans les petites villes pour rencontrer mes lecteurs. Et dans les petites villes, je vois beaucoup de femmes qui ont entre 40 ans et 50 ans. Et souvent, leurs enfants sont déjà grands et parfois, elles ont des difficultés à se réinventer. Et donc, Zofia Turbotyńska miała być, devait être pour ces femmes une sorte d'inspiration et de soutien. C'est-à-dire que par son exemple, elle pouvait leur montrer qu'elle pouvait changer quelque chose, et qu'elle pouvait changer de vie, peut-être pas devenir forcément un enquêteur et résoudre des énigmes des crimes, mais tout était encore possible. Alors, je reviens sur la forme du livre parce que j'avais encore jamais vu ça. C'est tout simplement la table des matières où, dès le début, vous avez donc les 14 chapitres avec un résumé. Alors, un résumé qui ne dévoile rien de l'intrigue, mais qui, par petites touches humoristiques, vient nous sustenter, on va dire ça comme ça. Mais surtout, on les relit. C'est-à-dire, je me suis surpris à les relire pour voir si véritablement ça traduisait bien à la fin de chaque chapitre ce que les auteurs ont voulu dire. Et ça, c'est plutôt inédit. Pourquoi avoir justement fait ce choix-là d'une table de matière sans spoil, mais avec un petit bonbon qu'on nous met comme ça sous la dent. Et j'ai trouvé ça très judicieux et très malin de le faire dans un cozy crime. Mam jeszcze pytanie dotyczące spisu treści, ponieważ nigdy nie widziałam jeszcze takiego spisu treści. Chodzi mi o te krótkie opisy, które są przy każdym z rozdziałów, które iskrzą się od dowcipu i które tak naprawdę niczego nie spoilują. Cytuję. A jednocześnie sygnalizują nam tak w sposób delikatny, co się będzie działo, w sposób bardzo delikatny i sprytny. I wydawało mi się, że jest to świetny zabieg właśnie dla tego gatunku cozy crime, że to bardzo pasuje i skąd pomysł takiego spisu treści. I również zauważyłam, że po przeczytaniu danego rozdziału wracałem do tego opisu dla przyjemności. Bo to są takie rebusy w zasadzie, ponieważ jesteśmy w kryminale i nie możemy na początku rozdziału ujawnić, co będzie dalej, ale możemy w jakiś sposób to przebrać i takim rebusem, który jest często żartem, w jakiś sposób to podsumować zawczasu. To jest coś, co ja wziąłem z takich książek młodzieżowych, które czytałem w dzieciństwie. Mi się wydaje, a może się mylę, ale mi się wydaje, że coś takiego jest u Dumas.
Może nie, ale ja tak, jak też mi się to jakoś tak kojarzy, że to są takie właśnie... Czyli książki, które czytaliśmy jako dzieci, czytaliśmy książki młodzieżowe, stare, bo to jest z epoki, myślę. To jest XIX-wieczny koncept. Alors, ce sont à chaque fois des énigmes, puisque c'est vrai qu'au début, avant de lire chaque chapitre, nous ne pouvons pas tout dévoiler. Donc, la réponse est cachée, elle est travestie. Et je pense que nous avons trouvé l'idée dans les livres d'adolescents que nous lisions quand nous étions adolescents. Et Piotr a dit qu'il lui semble qu'il a vu aussi ces types de description des chapitres chez Dumas, chez Alexandre Dumas. Ale nie jestem pewien, może sobie Mais je n'en suis pas sûre. Très bien, c'est une belle référence. Świetny odnośnik. Alors, plusieurs fois, les protagonistes de l'histoire, de l'enquête, affirment justement ne pas aimer les commérages. Et pourtant, les langues se délient peu à peu. On a l'impression que finalement, on n'aime pas et puis finalement, on dévoile quand même un petit peu. Est-ce que c'est typiquement polonais ou tout simplement français? Parce que nous aussi, on connaît ce phénomène un petit peu paranormal. Mais justement, comment résonnent les Polonais par rapport à ça? Est-ce que c'est typique de chez eux ou pas du tout? Est-ce qu'ils se sont inspirés de l'humanité en réalité tout entière? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question par rapport au commérage que les protagonistes ont. Oui, au départ, Zofia demande des informations à un moment donné à plusieurs protagonistes et ils disent « je n'aime pas les commérages, donc je ne dirai rien ». Et puis, quelques minutes après, les choses commencent à se dévoiler. Bardzo często Zofia, kiedy prowadzi swoje śledztwo, pyta się innych postaci w książce, próbuje zadawać im jakieś pytania i wtedy te osoby odpowiadają: nie lubię plotek, więc nic nie powiem, ale potem to się stopniowo zmienia i oni wszystko mówią. I chciałam zapytać, czy to jest coś typowo polskiego, bo we Francji mamy do czynienia również z podobnym zjawiskiem. Internet. Halo? Halo? Myśmy nie usłyszeli w ogóle niestety nic nie słyszeliśmy, bo nam się internet na chwilę wyłączył. Okej. Dobrze, il faut que je répète la question, puisque il y a un problème. Bardzo szybko. Dobrze, bo okazuje się, że bardzo często, kiedy Zofia prowadzi swoje śledztwo... Tak, to słyszeliśmy, że plotki i potem te osoby jednak mówią. I teraz tak, czy to jest coś typowo polskiego, chociaż tego typu zjawisko również na przykład można zauważyć we Francji? No to jest właśnie odpowiedź, mam wrażenie. To znaczy Kraków końca XIX wieku, ja wiem, że to jest taki rejon świata, o którym się niewiele wie, ale to jest zasadniczo Cesarstwo Austro-Węgierskie, a zatem kraj środkowoeuropejski i to całe mieszczaństwo ówczesne jest do siebie podobne, w związku z tym właśnie... To równie dobrze bohater Balzaca w pierwszej połowie XIX wieku, bohaterka, mogliby tak mówić. I u Dickensa by tak mogło być, i u Galsworthiego, to jest chyba ogólnoeuropejskie. To ogólnoludzkie być może nawet. Alors, ça doit être soit commun à toute l'Europe, soit commun à la terre entière. Mais lorsqu'on pense que à la fin du 19e siècle, Cracovie fait partie de l'Empire austro-hongrois, on peut imaginer que toute la bourgeoisie de ces territoires étaient semblables. Mais on peut imaginer que les héros de Balzac, dans la première moitié du 19e siècle, auraient pu réagir de la même façon, et les héros de Dickens, par exemple, aussi. Donc, on peut imaginer que ce soit commun à tout le monde, que ce soit tout simplement humain. Très bien. Il y a une question de Catherine qui demande sur votre pseudo, puisque Marila Chimichkova est un pseudo. On n'a pas trouvé la signification. Est-ce qu'il y en a une? Il n'y a pas d'anagramme particulier, il ne me semble pas.
Et la deuxième question que je rajouterais est sur le fait de choisir un pseudo, mais quand même de s'afficher en tant qu'auteur, comme ce soir par exemple, et de ne pas être masqué. Ou quelle est la différence? Pourquoi avoir fait ce choix-là de s'impliquer derrière un pseudo commun, alors que sur des couples d'écrivains, en principe, on peut tout simplement publier les deux noms de manière séparée? Pytanie Katrin, którą zainteresował pseudonim, jaki panowie wybrali, zastanawia się, czy Szymiczkowa ma jakieś znaczenie, czy jest to może anagram, i zastanawia się też, dlaczego zdecydowali się panowie na pseudonim i skoro jednocześnie nazwiska panów pojawiają się na okładkach książek i dzisiaj na przykład panowie pokazują swoje twarze. No, to jest smutna sprawa, bo myśmy planowali, żeby ta Maryla Szymiczkowa była, później powiemy dlaczego taki pseudonim, ale myśmy planowali, żeby ona była, mieliśmy grać tą postacią trochę, mieliśmy się nie ujawniać jako Denel i Tarczyński, ale wydawnictwu bardzo na tym zależało. Wydawnictwo się po prostu uparło ze względu na to, że jestem dość znanym pisarzem, żeby było moje nazwisko na okładce. Nam się to bardzo nie podobało i ostatecznie doszło do takiego idiotycznego, powiedzmy to szczerze, rozwiązania. To znaczy z przodu było napisane Maryla Szymiczkowa, literacka zagadka roku i wystarczyło odwrócić książkę, żeby rozwiązać sobie tę zagadkę, że to jesteśmy my. Alors, c'est un peu triste parce que au départ, nous ne voulions pas dévoiler notre identité et nous voulions jouer avec ces personnages de Maryla Szymiczkowa, mais c'est notre éditeur qui a beaucoup insisté puisque Jacek est, comme dit Jacek, un écrivain assez connu. Et donc, l'éditeur polonais a insisté pour que leur nom soit dévoilé. Et au départ, au moment de la première édition, on voyait sur la couverture le nom Maryla Szymiczkowa. En bas, c'était écrit l'énigme littéraire de l'année. Et lorsqu'on tournait les livres, à la quatrième de couverture, on voyait les noms des deux auteurs. Donc, c'était un peu absurde. Mais voilà, c'était comme ça. To była pierwsza zbrodnia w tej serii. Maryla Szymiczkowa została zamordowana. C'était le premier crime de la série. C'est Maryla Szymiczkowa qui a été tuée. Natomiast ten pseudonim, od początku wiedzieliśmy, że chcemy mieć pseudonim, od początku widzieliśmy z powodów feministycznych, że chcemy, żeby to była kobieta, ale złożyliśmy go z naszych galicyjskich, czyli z austro-węgierskiego zaboru przodkiń. To jest babcia Piotra Maryla, która była z Krakowa, i siostra mojej prababci Szymiczkowa po mężu, która była z Lwowa. Więc taki złożyliśmy galicyjski. I po polsku on brzmi tak troszkę staromodnie, to też było celowe, że no, nikt się w Polsce nie nazywa Maryla Szymiczkowa. To jest takie troszkę, nie umiem znaleźć oczywiście francuskiego odpowiednika, ale to od razu po polsku ma taki, brzmi nieco staromodnie. Dès le début, nous savions que nous voulions un pseudonyme. Dès le début, nous savions que nous voulions écrire une série féministe. Comment nous avons trouvé le pseudonyme? C'était parce que nous avons décidé de rendre hommage à nos ancêtres femmes respectives. Maryla, c'était l'arrière-grand-mère de Jacek. Et le nom de famille Szymiczkowa, c'est donc le nom de la sœur de mon arrière-grand-mère. Il faut dire que le nom Maryla Szymiczkowa sonne un peu vieillon polonais. Personne ne s'appelle plus Maryla Szymiczkowa. Donc, on a cet aspect un peu suranné.
Parfait. J'avais une dernière question par rapport aux conditions sociales de certaines communautés, et notamment celle des femmes qui, en effet, on l'a très bien vu, n'avaient que peu de cartes en main, ne pouvaient pas étudier, notamment l'université, et notamment celle des Juifs aussi, qui sont des citoyens de seconde zone, comme dans de nombreux pays à cette époque-là. Quelle a été justement votre intention par rapport à ces sujets-là? Et on pourrait parler également de manière plus personnelle par rapport à votre situation maritale, puisque vous êtes exilé à Londres, il me semble, à Berlin. Je crois qu'ils habitent à Berlin, mais ils se sont mariés à Londres. On pourra parler juste après de ça, justement, par rapport à l'homosexualité et aux difficultés d'exister en tant qu'homosexuel en Pologne. Chciałabym zadać jeszcze pytania dotyczące, mówiliśmy o warunkach życia w XIX wieku kobiet, które nie miały zbyt wielu możliwości, które na przykład nie mogły studiować na uniwersytetach. W podobny sposób sytuacja Żydów była wówczas również niewesoła i chciałbym od tego tematu przejść do waszej sytuacji. Jesteście parą parą gejów mieszkającą w tej chwili, nie wiem, czy w Londynie, czy w Berlinie, w każdym razie opuściliście Polskę i chciałabym zapytać, czy możecie powiedzieć nam 2 słowa na temat tego, jak to jest być parą gejowską w Polsce? No to jest temat rzeka trochę, więc my możemy powiedzieć, Jak to jest być naszą parą, jak to być nami. I my nie jesteśmy do końca reprezentatywni, bo my jesteśmy z dużego miasta, z klasy średniej, jakby ze środowiska artystycznego i też nikt nas nie zatrudnia. Znaczy my jako pisarze jesteśmy wolni od pewnych problemów, które mielibyśmy jako pracownicy, a zwłaszcza na przykład pracownicy czegoś takiego jak szkoła. To już jest szczególny problem. Więc nasza sytuacja jest dosyć uprzywilejowana, ale i tak na tyle nieprzyjemnie się zrobiło w Polsce, że postanowiliśmy wyjechać i mieszkamy w Berlinie. Alors, comment c'est d'être un couple homosexuel et de vivre en Pologne? C'est un sujet fleuve, mais il faut dire que nous ne sommes pas très représentatifs, ça dépend sûrement des couples. Nous ne sommes pas représentatifs puisque nous venons tout d'abord d'une grande ville, nous venons de la classe moyenne, du milieu artistique, et puis ce qui est très important aussi, c'est que nous ne sommes employés par personne. Donc, nous ne travaillons pas en tant qu'employés, par exemple, dans une école. Et donc, nous pouvons dire que nous sommes privilégiés, mais c'est vrai que la situation en Pologne est suffisamment désagréable pour que nous décidions de nous exilier à Berlin. Nous vivons à Berlin. Dobiegaliśmy 40 i uznaliśmy, że to już jest może taki moment, żeby przynajmniej przez jakiś czas pomieszkać w kraju, gdzie to naprawdę nie jest żaden problem, nie spotkają nas z tego powodu żadne nieprzyjemności, a co więcej, gdzie będziemy traktowani jak małżeństwo, którym jesteśmy. Wzięliśmy ślub w Anglii, w Polsce on nie jest uznawany, a przez to, że teraz mieszkamy w Berlinie, no to jesteśmy małżeństwem po prostu i to jest miłe. Ale też ma po prostu konsekwencje prawne, tak? Znaczy ułatwia nam wiele rzeczy w takim życiu codziennym. No ale znowu mamy świadomość, że my mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby wyjechać z Polski i właściwie żyć tak samo za granicą, w tym przypadku w Berlinie, ale to nie jest droga, którą może obrać każdy z różnych powodów, aczkolwiek nie jesteśmy jedyni i znamy bardzo dużo par jednopłciowych i kobiet i mężczyzn, którzy wyjechali z Polski w ostatnich szczególnie 2 latach. Tak. To jest rzeczywiście bardzo widoczny proces. I znamy naprawdę bardzo dużo par, które wyjechały do Francji, do Niemiec, do Anglii, mnóstwo. Hiszpanii.
Alors, nous approchions la quarantaine et nous nous sommes dit que c'était peut-être le moment de vivre dans un pays où être homosexuel n'était pas un problème. Et nous avons décidé de partir. Nous sommes mariés en Angleterre. En Pologne, ce mariage n'est pas reconnu, mais en Allemagne, où nous vivons, il est reconnu, donc c'est très agréable. Nous voulions être considérés comme un couple marié. Et bien sûr, c'est là aussi des conséquences juridiques. Pour nous, tout est beaucoup plus facile, ce qui est aussi agréable. Mais encore une fois, nous avons pu partir. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes plutôt privilégiés. Tout le monde ne peut pas le faire, mais nous connaissons beaucoup de couples homosexuels, aussi bien des hommes que des femmes, et qui sont partis en France, en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne. Alors, Anne? J'ai une question très courte pour Nadège. À quand la suite? Est-ce que, parce qu'à raison de 10 livres par décennie de vie de Zofia et jusqu'en 46, ça fait quasiment 40 tomes. Si c'est un par an, je crois que je ne verrai pas le 40e. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez déjà tout prévu et à quel rythme. Alors, on publiera le prochain 2023. Et puis, après, voilà, on va voir. J'apprends moi aussi qu'il y a 40 tomes. Hein, donc. Mais non, mais effectivement, nous, l'idée que ça suive l'évolution et le cours de l'histoire polonaise, ça nous intéressait. Et moi, un des derniers tomes, là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai vachement envie de le lire, en fait. Voir comment ils vont… et puis même pareil, l'arrivée du communisme là-bas, qui sont deux gros événements, deux grosses périodes historiques connues pour les Français par rapport à la Pologne. Et ça, j'ai envie de voir, quoi. J'ai envie de le lire, en tout cas. Est-ce que d'ailleurs le deuxième tome 2023, est-ce que déjà il y a le titre est prêt? Est-ce que… Le titre est prêt. Le rideau déchiré. Voilà, et donc ça prend place pas si longtemps après le premier. Je crois que c'est 2 ou 3 ans après. D'accord. Voilà. Agnieszka? Je vais traduire rapidement à nos auteurs. Ouais. Oui, pour pouvoir passer, Pytanie dotyczyło tego, od czytelniczki, kiedy będzie następna książka, bo oczekuje z niecierpliwością i martwi się, że może nie doczekać ostatniego tomu, jeżeli w takim rytmie będą wychodziły. No i wasza wydawczyni odpowiedziała, że w 2023 będzie następny tom, że już jest tytuł Rozdarta zasłona i że sama jest ciekawa tego, co się wydarzy w czasie II wojny światowej i na początku komunizmu, bo to są dwa okresy historyczne, które Francuzi w Polsce, które Francuzi znają najlepiej. Ale to trochę potrwa jeszcze. Znaczy, myśmy kiedyś liczyli, że gdybyśmy w takim tempie pisali, to po 60 skończymy Po naszej 60. 20 któryś tom. Czyli jeszcze 20 kilka lat, więc proszę się trzymać. Ale zobaczymy, bo jeżeli faktycznie będzie tak, jak teraz się dzieje, to znaczy, że historia Zofii jest coraz popularniejsza w różnych krajach i dużo zyskuje, to niewykluczone, że będziemy częściej pisać. I teraz już w tym roku jesienią siadamy do kolejnego 1 albo 2 tomów, czyli 5 lub 5 i 6. Nous avons compté qu'il nous faudrait à peu près une vingtaine d'années pour terminer donc, ce que nous avons prévu d'écrire. Donc, il faut être patient si nous écrivons à ce rythme. Mais il n'est pas exclu, si l'histoire de Zofia continue à intéresser les lecteurs, et on a plutôt l'impression que de plus en plus de lecteurs en Pologne et en dehors de la Pologne sont intéressés par l'histoire de Zofia, il n'est pas exclu que nous écrirons peut-être à un rythme un peu plus soutenu qu'aujourd'hui. Parfait, parfait, que de belles promesses. Donc on a hâte déjà de lire le 2e tome et puis on verra pour la suite, donc si on a la chance de pouvoir le lire en français
ou pas, ça va dépendre beaucoup de Nadège. Et a priori, on va suivre, hein, on va suivre. Czekamy z niecierpliwością na kolejny tom i wszystko teraz w rękach Nadège i mam nadzieję, że nadejdą kolejne i Nadège mówi, że oczywiście będzie tutaj wydawać. Les contrats sont prêts. Par contre, j'ai une question pour eux, parce que donc, si ces 4 tomes par 10 ans de vie de l'héroïne, et que ça va leur prendre 20 ans d'écriture, ils en publient combien par an en Pologne? C'est un ou plus de 1? Mam pytanie, jeżeli są przewidziane 4 tomy na 10 lat życia bohaterki, to ile wydają tomów w ciągu roku? 1 czy więcej niż 1? No więc właśnie wychodziło nam mniej więcej 1,5 roku między jednym tomem a drugim. Ale zwolniliśmy troszkę. Trochę zwolniliśmy. I musimy przyspieszyć. Alors au départ, il y avait 1 an et demi entre chaque tome, mais ils ont ralenti un peu et il faudra qu'ils accélèrent. No bo to nie jest tak, że my piszemy wyłącznie książki o Szczupaczyńskiej, Botyńskiej, to jest nasza jedyna praca. To jest tak naprawdę, do tej pory to była nasza poboczna praca właściwie. Zajmowaliśmy się innymi rzeczami. Ja jestem tłumaczem, Jacek pisze swoje książki. No ale musimy rzeczywiście dać Zofii więcej miejsca w naszym życiu. Jusqu'à présent, ce n'était pas notre unique occupation puisque je suis traducteur et Jacek est romancier, il écrit aussi d'autres livres. Donc c'était notre occupation supplémentaire. Mais nous avons compris qu'il faudra qu'on donne beaucoup plus de place à Zofia maintenant. Parfait. Chloé? J'avais une question pour Jacek. J'avais lu son roman Krivoklat, qui était plus philosophique, il y avait plus une réflexion sur l'art. Et je voulais savoir pourquoi il avait voulu changer complètement de registre, de sujet. Mam pytanie do Jacka, ponieważ przeczytałam jego powieść Krivoklat. Powieść ta była taką powieścią o wiele bardziej filozoficzną, w której była rozwinięta refleksja o sztuce i chciałam zapytać, dlaczego tak diametralnie zdecydował się zmienić gatunek. No ja w zasadzie, kiedy piszę każdą z moich książek, tych poważnych, bardzo zmieniam, to znaczy ja piszę w zasadzie zupełnie różne książki i każda z nich jest inną przygodą i każda z nich ma inny język. I tak naprawdę ta wspólna przygoda z pisaniem kryminałów z Piotrem to jest jedyna sytuacja, w której ja powtarzam gatunek, bo w zasadzie zawsze piszę w zupełnie inny sposób, ale to traktuję jako zupełnie osobną część i również dlatego mamy ten pseudonim, żeby pokazać, że to jest coś osobnego od naszej poważniejszej twórczości. J'ai l'habitude d'écrire des livres qui sont très différents et dans chacun de mes livres, l'univers est très différent et le langage est différent. Ces livres, Madame Mort a disparu, c'est l'unique série où on reste dans le même esprit à travers les différents tomes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a aussi décidé de choisir un pseudonyme pour montrer que c'était quelque chose à part, quelque chose de différent par rapport à ce que je faisais habituellement. Martine? Oui, bonsoir à tous. En fait, je voulais revenir sur quelque chose dont tu parlais tout à l'heure, Anthony, à savoir la couverture du roman avec cette photo de la comtesse de Castiglione, le choix des couleurs, du graphisme, parce que c'est une couverture qui est particulièrement réussie, particulièrement attrayante. Donc, je voulais que Nadège nous en parle. Je voulais savoir aussi si Piotr et Jacek avaient eu leur mot à dire, s'ils avaient donné leur accord et ce qu'ils pensaient de cette couverture française.
Alors nous, la couverture, en fait, elle sort un peu de ce qu'on fait d'habitude, mais parce que le titre aussi sort un peu de ce qu'on publie d'habitude. Et en fait, pour nous, c'était... ce roman, c'était un roman un peu pop, un peu à l'image aussi un peu des auteurs et tout ça. Et c'est pour ça que le graphiste, c'est lui en fait qui nous a proposé quelque chose qui sortait complètement de notre charte graphique habituelle. Et effectivement, ça marche bien, quoi, parce qu'il y a ce côté vintage. Donc, on a essayé d'utiliser un peu cette police d'écriture un peu à l'ancienne, mais avec ces couleurs complètement presque fluo, et cette image d'époque, en fait, hein, cette photo d'époque, on trouvait que ça marchait bien, ça reflétait bien le côté aussi un peu humoristique du livre, en fait. Et voilà, ce côté pop, ce côté un peu précieux, suranné. Donc voilà. Parfait, merci. Oui. Oui, Je vais traduire oui. la question z auteurs i la poser. Jeszcze rozumiemy. To zrozumieliśmy. Ale jeszcze było pytanie do panów, co panowie sądzą o okładce, czy mogli panowie w jakiś sposób wpłynąć na to, jak będzie wyglądać i czy się panom podoba? Podoba się nam. I nie mieliśmy żadnego wpływu na tę okładkę. Wydawcy wybierają sobie okładki sami i nie konsultują ich z autorami przynajmniej. Różnie bywa. No, ale rzadko. Natomiast wiem, co chcę powiedzieć. Wszystkie nasze okładki zagraniczne tak naprawdę podobają mi się bardziej niż nasze polskie. Natomiast ja tylko współczuję autorowi okładki, kiedy będzie musiał robić kolejne tomy, bo to jest takie ikoniczne, niesamowite zdjęcie też w obrębie historii fotografii i co można do niego dołożyć jako drugi, trzeci, czwarty tom, to jest duży problem, ale jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Nous aimons beaucoup la couverture, mais nous ne l'avions pas choisi, nous n'avions pas notre mot à dire. Ce sont les éditeurs qui choisissent leur couverture. Mais Piotr dit qu'il aime beaucoup plus les couvertures étrangères, toutes leurs couvertures étrangères que les couvertures polonaises. Et ils se sont tous les deux demandé quelle couverture portera le deuxième tome, puisque celle-ci est tellement forte et puisque c'est une photo tellement forte, tellement iconique. Donc, ils se demandent ce que les graphistes vont trouver pour le deuxième tome, voilà. Pas encore. Tutaj to są angielskie. Ce sont les couvertures anglaises. Które wyglądają w takim trochę typie Wes Anderson, trochę i wycinanki. Dans le style de Wes Anderson et de découpage. A to jest amerykańskie. Et ça, ce sont les couvertures américaines. On voit d'ailleurs plus souvent la maison Elkel sur les couvertures étrangères. Enfin, il me semble qu'on la voit plus. Widzieliśmy na tych okładkach wszystkich był dom Helclów, tak? Nie, też drugi tom. Pokazywaliśmy pierwszy i drugi tom. Ils ont montré le premier et le deuxième tome. Tu jest dom Helclów. Voilà, ça c'est là où on voit la maison Elsel, ça c'est le premier tome. A tu jest Willa Rożnowskich, gdzie jest drugi tom się dzieje. Et là c'est un autre bâtiment, c'est la Villa Rożnowski pour le deuxième tome. Eh bien, merci pour ces teasings. Merci infiniment à tous les quatre. Merci Agnieszka pour la traduction d'une fluidité confondante. C'était parfait. Merci. Parce que c'est loin d'être évident, surtout avec nos questions à rallonge. Donc, merci. Et puis, on va vous laisser tranquille, Jacek et Piotr, parce que vous avez du travail. Il va falloir travailler maintenant pour écrire autant de livres. Merci à tous. Et vraiment, merci beaucoup aux deux auteurs et à Nadège pour cette rencontre dont on a appris vraiment beaucoup de choses avec des détails à chaque fois sur leur façon d'écrire notamment. On avait rarement eu autant de détails sur un scénario d'écriture. Donc, merci.
Merci à tous, c'était vraiment super. Merci pour les questions, merci pour la modération, Anthony, vraiment super, super. Et Agnieszka pour l'interprétariat, c'était chouette aussi. Et Jacek et Piotr, merci aussi. Allez écrire maintenant, hein, il y a 20 volumes, 40 volumes là, hein, à écrire. 39. Dziękujemy bardzo za wspaniałe spotkanie, za bardzo ciekawe i bardzo szczegółowe odpowiedzi. Nikt nie opowiadał z takimi szczegółami o tym, w jaki sposób pracuje, było to bardzo ciekawe. Ogólne podziękowania dla prowadzącego, dla tłumaczki, dla wszystkich i teraz po prostu wszyscy czekają na kolejne tomy, także musicie zabrać się po prostu ostro do pracy. Dziękujemy bardzo za wszystko, za tłumaczenie, za spotkanie, za moderację i za spotkanie. Merci beaucoup à tous. Merci et bon courage pour la suite. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée, bon appétit. Merci. Et on se retrouve jeudi prochain pour Leïla Bouirafa aux éditions Alary. Salut à tous. Merci. Do widzenia. Możemy się